Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Dans les rues de Paris. Aujourd'hui, nous allons nous rendre dans le 16e arrondissement, dans la rue de la Pompe. Et cette rue de la Pompe, sur notre plan de 1900, elle se trouve ici. Comme d'habitude, nous allons essayer d'entrer véritablement dans le quotidien des Parisiens de la Belle Époque à l'aide de cartes postales du début du XXe siècle ou de la fin du XIXe siècle. Et avant de commencer, je prends quelques secondes pour vous inviter à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous plaît. Regardons maintenant notre première carte postale. Le titre d'abord, tout en bas, la rue de la Pompe à la rue de la Tour, 16e arrondissement. À gauche, on se rend compte qu'il faut se méfier, puisque la carte postale a été éditée par Fernand Fleury. Néanmoins, on lit bien ici avec quelques difficultés rue de la Tour, et on dispose d'une autre photographie que nous verrons tout à l'heure, et qui nous confirme que la rue transversale est bien la rue de la Pompe. On constate par ailleurs l'absence de l'acolyte de Fernand Fleury, Charles Collat, ce qui tendrait à faire penser que l'édition de cette carte postale date du début des années 1910. Nous allons tout de suite regarder notre plan de 1912 pour nous rendre compte de la géographie de cette rue de la Pompe. Là, j'ai un petit peu triché puisque j'ai réorienté le plan pour que la rue de la Pompe soit bien visible en format paysage. La rue de la Tour se trouve ici. Et notre photographe s'est posté là pour prendre son cliché. La rue de la Pompe que vous voyez s'afficher en rouge court de l'avenue de la Muette à l'avenue du Bois de Boulogne, qui est aujourd'hui l'avenue Foch. Elle traverse le quartier de la Muette et celui de la Porte Dauphine. Il s'agit d'une ancienne route intégrée à la voirie parisienne en 1860, d'après les informations que j'ai trouvées. La rue s'est peu à peu urbanisée sous le Second Empire. On distingue par ailleurs ici la mairie, elle-même édifiée sous Napoléon III, et nous avons un peu plus loin un autre établissement dont nous reparlerons tout à l'heure, qui est le lycée Janson de Seilles. Revenons à présent à notre carte postale. Le premier bâtiment que nous distinguons, c'est celui-ci, une épicerie qui vend de la porcelaine aussi bien que des conserves alimentaires. Sur le mur, vous apercevez une inscription « Défense d'afficher » parce que, comme nous l'avons déjà constaté, les murs du Paris de la Belle Époque sont couverts d'affiches. On l'a déjà dit, souvent à cette période, les rez-de-chaussée sont destinés à des boutiques ouvertes sur le public, comme une épicerie, un bar, un restaurant, et les étages sont plutôt consacrés à des établissements confidentiels. Là-haut, par exemple, vous pouvez lire « Le Grand Tailleur ». Et cette configuration, on la retrouve dans toute notre rue, puisqu'ici, vous voyez apparaître les devantures de boutiques. On aperçoit également tout au fond un bâtiment religieux qui est l'église du Cœur Immaculé de Marie, ce qui confirme notre datation puisque cette église a été édifiée en 1898. Observons un peu les passants. À gauche, tout d'abord, il fait un peu sombre et on ne peut que deviner la présence de quelques personnes et d'un fiacre tout au fond. Au centre, c'est plus intéressant. On a le laitier, très vraisemblablement, et on s'aperçoit qu'il optimise véritablement la place pour le transport des bouteilles. Vous distinguez aussi à sa droite ce qui est sans doute un triporteur. Et puis complètement à droite, cette fois, un petit groupe élégant. Vous voyez aussi un véhicule de livraison à bras, peut-être une livraison pour l'épicerie. Après ce premier visuel sur la vie quotidienne dans la rue de la Pompe, eh bien, nous allons pivoter à 90 degrés. Vous reconnaissez une autre épicerie, très certainement, à gauche ici, et vous arrivez peut-être à lire rue de la Pompe. Cette fois, la rue de la Tour court dans cette direction. Et là, eh bien, on a toujours la même configuration avec ces nombreux petits commerces qui donnent sur la rue, comme par exemple cet hôtel, où on peut également lire vin, liqueur, tabac. Si vous regardez bien à droite, on distingue aussi la carotte, qui est obligatoire depuis 1906 pour indiquer une vente de tabac, donc nous sommes après cette date. Étant donné que nous avons en dessous les marques combinées de Fernand Fleury et Charles Collat, eh bien, nous sommes entre 1906 et 1910. Vous voyez à cette même occasion le tampon de la bibliothèque historique de la ville de Paris, où j'ai trouvé cette carte postale et la précédente. Et puis on peut regarder ici les quelques personnes qui posent pour la photo et ce fiacre qui passe à grande vitesse rue de la Pompe. Et nous allons le suivre pour progresser un peu dans cette rue. Cette fois, nous nous trouvons juste après le croisement entre la rue de la Pompe et l'avenue Henri-Martin. Vous lisez le titre, la rue de la Pompe et le lycée Janson de Seilles. Il s'agit d'une carte postale issue de la série Tout Paris de Fernand Fleury, à l'époque où celui-ci travaillait encore une fois avec Charles Collas,
dont vous voyez apparaître ici le trèfle à 3 feuilles. Le cliché a donc été pris au début du XXe siècle. Le lycée Janson de Sailly occupe dès cette époque un espace considérable, et là on se trouve face à sa façade qui forme comme un rempart de protection pour les lycéens. Vous voyez aussi que le lycée est orné d'un drapeau français, ce qui est bien sûr habituel pour les établissements scolaires, mais il faut rappeler qu'à cette époque, les lycées sont gérés directement par l'État. Bien sûr, les régions n'existent pas encore. Si on reprend notre plan du 1912, on s'aperçoit que le lycée couvre tout l'espace situé entre la rue de la Pompe, la rue Longchamp, l'avenue Henri-Martin et la rue Errand. L'objectif à cette époque d'ailleurs où on crée beaucoup de nouveaux lycées, eh bien, c'est vraiment d'occuper un îlot complet pour éviter d'avoir des maisons mitoyennes qui puissent être gênées par l'activité des lycéens ou qui puissent gêner elles-mêmes cette activité. Inauguré en 1884, le lycée Janson de Sailly accueille dès 1900 près de 2000 élèves, ce qui fait tout de même du monde. On est aussi à une époque où donc de nouveaux établissements ouvrent à chaque rentrée scolaire, en particulier dans l'ouest parisien, où sont créés au même moment les établissements Buffon et Carnot. Le but est alors d'accroître les places, bien sûr, mais aussi l'objectif c'est de concurrencer les établissements religieux. On distingue mieux sur cette deuxième carte postale ici l'entrée principale du lycée. Regardez le cachet de la poste. Cette carte postale est envoyée en 1912. L'entrée du lycée est monumentale, ce qui est déjà significatif de la façon dont sont alors perçues les études. Je vous rappelle que ce lycée ouvre donc en 1884, mais sa première pierre est posée en 1881, en présence tout de même de Jules Ferry et de Victor Hugo. On se trouve vraiment dans la période où on façonne la future éducation nationale, et à ce moment, entrer au lycée, c'est déjà quelque chose. Entrer au lycée, c'est déjà faire partie d'une certaine élite. En 1900, entre 25 et 30% des élèves seulement ont leur certificat d'études. Il faut attendre 1920 pour que 10 000 lycéens d'une même classe d'âge obtiennent le baccalauréat. C'est donc une minorité, et cette monumentalité de l'établissement ici signifie à la fois l'importance qui est donnée aux études, mais aussi l'importance de ceux qui entrent dans l'établissement. Si vous observez bien, vous distinguez également deux statues qui représentent les lettres et les sciences. C'est également intéressant parce que pendant longtemps, les enseignements classiques, notamment l'apprentissage du latin et du grec, ont prévalu sur les sciences. Après la réforme de 1902, même s'il reste des préjugés à l'égard des sciences, eh bien l'enseignement moderne est mis sur un pied d'égalité avec l'enseignement classique et devient possible de préparer un bac D langue-sciences. Maintenant, quand on regarde les élèves qui posent pour la photographie, il y a une chose qui est frappante, c'est que, bien sûr, eh bien, on n'y voit pas une seule fille. Le lycée Janson de Sailly est un lycée de garçons. Il existe aussi des lycées de jeunes filles qui sont créés après la loi Camissé de 1880. Évidemment, la vie dans les lycées n'est pas exactement la même qu'aujourd'hui, en particulier parce qu'il y avait beaucoup d'internes qui résidaient sur place. Les lycées étaient moins nombreux et les moyens de locomotion étaient moins rapides. Et puis enfin, vous voyez avec cette carte postale ici que notre lycée Janson de Sailly a été utilisé pendant la Première Guerre mondiale comme hôpital militaire. Le titre ici est bilingue, ce qui revient à dire qu'il s'adressait aussi au public anglais-américain, soit à fin de communication, soit pour servir au tourisme de guerre. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous montrer cette dernière carte postale, une carte postale publicitaire cette fois. On se trouve ici en face du lycée Janson de Sailly. Cette carte postale se divise en deux parties. On a un espace publicitaire en bas. Donc, il s'agit d'une pension, d'un logement à plus ou moins long terme qui, nous dit-on, offre tout le confort moderne, c'est-à-dire l'électricité, le chauffage central et même la possibilité de prendre des bains. Au centre, on a cette belle table autour de laquelle peuvent s'installer les résidents, même si pour le moment, on n'y voit qu'une femme et un homme qui sont sans doute les propriétaires, tandis que la bonne pose un petit peu à l'écart. Et puis sur le côté, donc, on nous présente un ameublement bourgeois. Je vous rappelle que nous sommes à une période où un meuble, c'est quelque chose de relativement cher. Et même si les établissements du Fayel existent déjà, tout le monde n'a pas les moyens de se payer des meubles du style que nous voyons ici. Cette vidéo s'achève. De nouveau, je vous invite à vous abonner si elle vous a plu. On en revient maintenant à notre première carte postale. On va s'amuser à la coloriser pour lui donner un petit peu de vie. Et voici à peu près le même endroit aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. La semaine prochaine, je ne suis pas sûr que je serai en mesure d'en poster une nouvelle, mais dans 2 semaines, eh bien, nous irons très vraisemblablement, si tout se passe bien,
dans la belle ville de Lyon.